Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre en séance l'examen de la proposition de loi du député UMP Éric Ciotti qui prévoit un encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants. Cette proposition de loi a déjà été adoptée par l'Assemblée nationale, mais elle a été rejetée la semaine dernière par la commission des lois du Sénat. À mes côtés, pour en parler, Virginie Claes, sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine et rapporteure de ce texte. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a entraîné le rejet en commission de cette proposition de loi? Deux choses. La première chose, c'est l'utilisation de ce texte de loi, de cette proposition de loi pour y rajouter un cavalier législatif totalement inacceptable en matière de réforme de la justice pénale des mineurs, sans aucune concertation avec les professionnels concernés. Ça, c'est l'article 6 qui a été rajouté à ce texte sur initiative du gouvernement. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'on est absolument persuadé qu'il s'agit d'un texte d'affichage, d'un texte de communication totalement inutile et qui plus est néfaste à l'image de l'EPID, établissement public d'insertion pour la défense, qui aujourd'hui réalise un excellent travail avec des jeunes majeurs en insertion et qu'on veut réutiliser sans aucune prise en compte de la spécificité de l'établissement et des jeunes qui sont accueillis pour soi-disant y accueillir des mineurs délinquants et donc casser quelque chose qui marche et qui existe. Il y a donc, selon vous, un risque de déstabilisation des EPID, mais également une opposition de principe donc à toute modification de l'ordonnance de 1945 qui protège les mineurs délinquants aujourd'hui. Il n'y a pas un refus systématique et dogmatique de réformer l'ordonnance de 1945. Au contraire, on le réclame depuis longtemps. Mais si on doit réformer cette ordonnance, au lieu de le faire par petits coups, on en est, je ne sais plus si c'est au 6e ou à la 10e modification depuis quelques années, et on arrive à quelque chose de totalement incohérent. En plus, les modifications qui nous sont apportées dans ce texte-là sont de l'aveu même de M. Ciotti, des modifications destinées à calquer la justice des mineurs sur celle des majeurs. Donc ça, oui, c'est totalement inacceptable et par principe. Par contre, réformer l'ordonnance de 1945, ça pose pas de problème, mais prenons le texte dans son entièreté, prenons le temps de la concertation avec les magistrats, avec les professionnels de la délinquance des mineurs et faisons les choses correctement. Quel va être le parcours législatif de ce texte si la motion qui va être défendue par vous et puis par le groupe communiste cet après-midi est adoptée? Alors, si la motion de rejet est adoptée, eh bien, nous sommes en désaccord avec l'Assemblée nationale. Il y aura donc une commission mixte paritaire. Et dans cette commission mixte paritaire, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot? Pas forcément. La commission mixte paritaire fonctionne sur un règlement intérieur extrêmement souple et non écrit. Donc on verra qui y sera envoyé par l'Assemblée nationale et on verra ce qu'il en sortira à ce moment-là. Jean-Pierre Mel avait dit lors de son élection qu'il n'y aurait pas d'obstruction ici au Sénat. Pourtant, la semaine dernière, un texte a été rejeté en séance sur le projet de loi sur les agences des voies navigables. Et puis en commission, cette PPL Ciotti. C'est pas un peu de l'obstruction quand même? C'est pas de l'obstruction, c'est la réaffirmation de nos principes. Ce sont des textes qui arrivent à un moment où on est majoritaire. Avant, ils arrivaient alors que nous étions minoritaires ou des textes similaires. On avait beau répondre qu'on était opposé et argumenter notre opposition, on n'était pas entendu. Aujourd'hui, on continue exactement sur le même principe. On argumente nos oppositions, on a des raisons d'être contre. J'appelle pas ça de l'obstruction. Ce texte donc risque a priori d'être rejeté ce soir en séance. J'espère. Vous avez mis des amendements pour verrouiller, de suppression si la motion n'était pas adoptée, c'est ça? C'est pas moi qui ai mis les amendements, c'est M. Mézard qui les a déposés. Et bien évidemment, on ne pouvait pas émettre un avis défavorable puisqu'ils vont dans le sens de ce que l'on souhaite. Donc effectivement, ils ont été acceptés ce matin par la commission des lois. Merci beaucoup Virginie Claes. Je vous laisse regagner l'hémicycle du Sénat pour l'examen donc de cette proposition de loi du député Éric Ciotti qui vise à mettre en place un encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants. Très bonne séance à tous. La parole est à Madame Colette Giudicelli pour le groupe UMP, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, dans son intervention de 1847 sur les prisons, ici même au Sénat, à la Chambre des Pairs, je fais comme ça là-haut, Victor Hugo affirmait « Tout homme coupable est une éducation manquée qu'il faut refaire. La prison doit être une école. » Je suis sûre qu'au moins cette parole nous rassemblera pour dire combien cette phrase prend tout son sens lorsque nous évoquons la question de la délinquance des mineurs. La délinquance juvénile dans notre pays est un vrai sujet d'inquiétude. Elle est le résultat de la conjonction de plusieurs phénomènes.
Tout d'abord, la progression significative depuis plusieurs années du nombre de délinquants mineurs n'est pas contestable. Il faut quand même rappeler que la part des mineurs dans la délinquance globale, en 2010, est de 18,8%. Au total, le nombre de mineurs délinquants confiés à la PJJ n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années, plus 44% entre 2002 et 2010. Dans mon département, si l'on constate une baisse assez forte de la délinquance générale entre 2002 et 2010, de près de 19%, la délinquance des mineurs, elle, reste encore à un niveau très élevé. Ces éléments, bien sûr, ne tiennent pas compte de l'explosion des incivilités qui restent trop souvent impunies et sont très mal vécues au quotidien par nos concitoyens. Cette augmentation du nombre des délinquants mineurs est associée à un rajeunissement des auteurs des infractions et à une aggravation des actes de délinquance. Les actes de violence des mineurs sont passés de 16% à 22% des mises en cause entre 2002 et 2010. Il faut donc, nous le pensons, absolument arrêter ces processus avant que certains mineurs ne deviennent violents et peut-être irrécupérables. Face à ces jeunes primo-délinquants désocialisés, en échec scolaire, confrontés à la démission totale, quelquefois des parents, nous devons apporter de manière urgente des réponses spécifiques. Bien évidemment, nous devons continuer de privilégier les mesures éducatives plutôt que les dispositifs répressifs, comme l'impose l'ordonnance du 2 février 1945. Cela exige bien sûr de mettre de nombreux outils à la disposition de l'autorité judiciaire. C'est une erreur de penser que l'autorité judiciaire disposerait aujourd'hui d'un éventail formidable de solutions suffisamment large pour répondre à toutes les situations. En dépit des différents dispositifs existants, les solutions apportées finalement restent peu variées. Le contrat de service citoyen n'est pas seulement une alternative à la prison. Le texte, tel qu'il nous a été transmis par l'Assemblée nationale, complète utilement l'ensemble des dispositifs existants entre, d'un côté, les foyers classiques et de l'autre, les centres éducatifs fermés que nous avons créés en 2002. Le contrat de service citoyen que je défends est effectivement le chaînon qui manquait à notre réponse pénale. Il participera au processus de resocialisation de ces primo-délinquants. Il sera prononcé par le magistrat au titre de la composition pénale ou dans le cadre d'un ajournement de peine ou même d'une peine d'emprisonnement avec sursis accompagnée d'un sursis de mise à l'épreuve. Alors certes, plusieurs questions se posent. Pour mettre en œuvre ce contrat de service citoyen, était-il souhaitable de créer un nouveau type de centre de discipline et de réinsertion à côté des foyers, des autres structures d'accueil et des centres éducatifs fermés? Eh bien, je partage totalement les points de vue du député Éric Ciotti et du gouvernement. Il fallait tirer parti de l'existence et de l'expérience des EHPAD qui ont été créés en 2005. Ces établissements assurent déjà l'insertion sociale et professionnelle des jeunes adultes en difficulté, en risque de marginalisation et volontaire. S'appuyant sur ce programme dispensé au sein des EHPAD, le contrat de service citoyen s'est fixé 3 objectifs. Une mise à niveau en français, en orthographe et en mathématiques, une formation civique et comportementale et une préformation professionnelle. Ce programme a démontré son efficacité. Le taux de réussite dans les EHPAD est de plus de 80% pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout du parcours. Deuxième question, peut-on mélanger des publics très différents? Alors, d'un côté, on aurait des jeunes qui seraient volontaires pour s'en sortir et de l'autre, des jeunes délinquants irrécupérables qui ne le seraient pas. Le contrat de service citoyen ne s'adressera qu'à des mineurs âgés de plus de 16 ans, primo-délinquants ou ayant commis des faits d'une faible gravité et ayant surtout exprimé leur consentement. Le point essentiel de ce dispositif est effectivement qu'il repose sur le volontariat. Il n'y a pas de réinsertion, il n'existe pas d'insertion possible sans l'adhésion de l'intéressé. Dans ce cadre, il est essentiel que le juge,
s'assure de la réelle adhésion du jeune concerné. Alors faisons confiance à la justice pour déceler le degré de leur motivation. Contrairement à tout ce qu'on a entendu, la proposition de loi d'Éric Ciotti ne dénature nullement la vocation initiale des EHPAD pour deux raisons. D'une part, il a toujours été prévu que les jeunes délinquants restent minoritaires dans les EHPAD. En réalité, ils ne dépasseront pas plus de 10% des effectifs de chaque centre. 200 jeunes, cela a été dit, seront concernés par an dans un premier temps. Et dès février 2012, les premiers seront accueillis. D'autre part, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, l'EPID et la protection judiciaire de la jeunesse travaillent déjà ensemble à la réinsertion de ces jeunes qui, ayant purgé leur peine, souhaitent s'engager dans un projet de formation professionnelle. Pour l'ensemble de ces raisons, je suis favorable au service citoyen ainsi qu'aux diverses dispositions contenues dans cette proposition de loi d'Éric Ciotti. Nous ne devons négliger aucune solution qui puisse faire régresser la délinquance qui mine un terrain dans nombre de nos quartiers et dans nos villes. Concernant la question préalable, c'est vrai, je regrette que la commission des lois se soit contentée de proposer au Sénat l'adoption d'une question préalable. D'abord, la question préalable est la procédure qui considère qu'il est inutile de délibérer au fond. Vous refusez par là même au Sénat de pouvoir jouer son rôle de réflexion sur un sujet important. Nous aurions pu amender le texte et l'enrichir. Vous refusez de donner au Sénat la possibilité de le faire. Vous auriez même pu proposer un autre projet ou un contre-projet qui réponde à la question qui nous est posée aujourd'hui. Quelles solutions proposons-nous aujourd'hui pour répondre à la délinquance des mineurs? Enfin et surtout, je constate que vous ne faites aucune proposition et je le regrette vraiment. Pour l'ensemble de ces raisons, bien sûr, je ne voterai pas la question préalable. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à Monsieur Yves Détraigne pour le groupe de l'Union centriste et républicaine. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, une fois n'est pas coutume, je suis tenté de commencer mon intervention par une question que j'ai déjà été amené à poser ces derniers mois. Quel est l'utilité réelle de cette proposition de loi? Ou plutôt, est-ce qu'elle est vraiment indispensable? Au vu du nombre de textes dans le domaine de la justice et de la sécurité qui nous ont été soumis ces derniers mois, on est en droit de s'interroger. La délinquance des mineurs est un problème très important. Il ne s'agit pas ici de minimiser cette problématique, bien au contraire. Il s'agit de s'interroger sur la méthode qui consiste à faire évoluer en permanence des textes sur des sujets qui nécessitent, au contraire, me semble-t-il, un travail et une réflexion de fond. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rechercher des solutions innovantes en matière de lutte contre la délinquance des mineurs, mais est-il raisonnable de procéder à peu près tous les 3 mois à des modifications de l'ordonnance de 1945? Déjà, lors de l'examen du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, j'avais regretté l'abandon de facto du Code pénal des mineurs, réforme d'ensemble de cette matière qui avait été annoncée en 2008. Si je ne me trompe pas, on nous propose aujourd'hui la 33e modification de ce texte fondateur qu'est l'ordonnance de 1945 et qui est devenue au fil des ans d'une complexité telle qu'elle nuit à la clarté et la compréhension de notre droit. Pourquoi abandonner une vraie réforme d'ensemble sur un sujet de fond au profit d'un énième rafistolage de l'ordonnance de 1945? Laissons le temps aux acteurs de ce secteur de travailler et ne venons pas en permanence tout bouleverser. Cette réflexion sur le temps doit cependant être complétée par une réflexion sur les moyens financiers. Comme lors de l'annonce des jurés populaires en matière correctionnelle, alors que chacun connaît le contexte budgétaire extrêmement serré auquel le monde judiciaire n'échappe pas, on nous annonce pour ce service citoyen le redéploiement de 8 millions d'euros. Ne ferait-on pas mieux de renforcer les moyens existants plutôt que de redéployer 8 millions pour la mise en œuvre d'une mesure dont l'efficacité n'est pas démontrée? Car si la mesure que nous propose M. Ciotti peut apparaître séduisante de premier abord, on constate qu'elle n'est pas sans inconvénient. Le dispositif est assez simple.
on nous propose une nouvelle mesure pénale consistant en l'exécution par le mineur de plus de 16 ans, auteur d'une infraction, d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, en EPID. L'idée paraît de prime abord intéressante. Mais le problème est de savoir, et cela a déjà été rappelé, si les EPID ne vont pas être demain totalement déstabilisés par l'arrivée de ces mineurs délinquants. Actuellement, les EPID sont des structures qui fonctionnent bien. Ce constat est partagé sur tous les bancs, on l'a entendu, y compris de la part de ceux qui les avaient dénoncés au moment de leur création. Mais peu importe, l'important c'est qu'aujourd'hui tout le monde soit d'accord sur le constat. Ces structures sont utiles et fonctionnent notamment en matière de réinsertion pour la formation professionnelle, puisque 73%, j'ai noté que Madame la rapporteure avait dit 40 à 50% tout à l'heure, des jeunes qui vont au bout du parcours sont insérés. Demain, ces centres devront accueillir des mineurs délinquants contraints de fait par une décision de justice. Cela risque de perturber les jeunes déjà présents au sein des EPID qui, eux, intègrent ces établissements sur la base du volontariat et de remettre en cause leur attractivité et leur rôle. Je sais bien que le texte ne prévoit pas formellement de contraintes pour le mineur délinquant. Mais peut-on réellement parler de volontariat quand la conclusion d'un contrat de volontariat pour l'insertion permet d'obtenir un abandon des poursuites, un ajournement de la peine ou un sursis? Comme notre rapporteur, je m'interroge donc sur la portée de ce qu'elle a justement appelé un consentement sous contrainte. C'est la critique majeure que l'on peut faire à ce texte, le fait de mélanger des publics très différents, certains qui sont volontaires pour pouvoir s'en sortir et d'autres à qui l'on imposera une décision de justice. La proposition de loi risque donc de dénaturer la vocation initiale des EPID qui repose sur le volontariat réel des jeunes en difficulté. De plus, je m'interroge sur l'adhésion des personnels concernés par le dispositif. Selon moi, l'implication des acteurs de terrain dans la définition et la mise en œuvre des décisions politiques est indispensable à sa réussite. Or, les personnels des EPID semblent dubitatifs et inquiets face à cette proposition. Enfin, il me semble inopportun de susciter dans l'opinion publique des confusions sur le rôle des militaires dans notre société. Leur rôle n'est pas de prendre en charge la délinquance des mineurs. Les militaires ne sont pas préparés à encadrer des jeunes délinquants. Pour conclure, je tiens cependant à faire une remarque sur la forme. Mon opinion sur le texte en l'état, vous l'avez compris, n'est pas favorable. Mais devait-on s'arrêter là? Je ne le pense pas. Ce texte pouvait être amélioré, amendé, et des garanties complémentaires auraient dû être apportées. C'est notre rôle de parlementaire et c'est à cette condition que le Sénat apporte une plus-value au travail de l'Assemblée nationale. Comme notre collègue Christian Cointat l'a dit en commission, je regrette donc l'absence d'amélioration possible du texte et qu'avec la motion qui nous est annoncée, les sénateurs soient définitivement privés de la possibilité de faire leur travail. Je ne pense pas que c'est de cette manière qu'on peut revaloriser le rôle du Sénat, bien au contraire, et je le regrette. Je vous remercie, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Félix Desplans du groupe socialiste écologie, Europe Écologie Les Verts. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le problème des mineurs délinquants est réel. Il est sérieux et va devoir nous préoccuper chaque jour un peu plus. C'est la situation ici en métropole. C'est aussi la situation dans les Outre-mer. En Guadeloupe d'ailleurs, avant la fin de l'année, un congrès spécifique se penchera sur ce fait de société. La création de centres d'EPID n'a pas été étendue au département d'Outre-mer. Ces structures n'existent donc pas dans nos territoires, alors que le mal-être de notre jeunesse est patent partout. Est-ce le fait de négligence de nos gouvernants? Est-ce le coût de fonctionnement de ces centres qui est en cause?
Nous observons du reste que sur le territoire métropolitain, le dispositif prévu n'est pas totalement appliqué. En effet, si la loi du 24 novembre 2009 autorise l'EPID à accueillir des mineurs, dans les faits, ce n'est pas le cas. A-t-on pensé que le SMA, le service militaire adapté, peut assurer à lui seul, dans les DOM, la prise en charge de nos jeunes en difficulté de formation et d'insertion professionnelle? Rappelons que le SMA est un organisme militaire qui vient en aide aux jeunes ultramarins en difficulté. Basé sur le volontariat, ceux-ci reçoivent une formation humaine, comportementale, scolaire et professionnelle pour les emmener vers l'insertion dans la vie active civile, soit par le biais d'un contrat d'embauche, soit par l'entrée en formation professionnelle certifiante. Toutefois, seul un candidat sur 6 en moyenne est actuellement accepté au sein de cette structure. Il s'agit donc d'un système sélectif qui s'adresse aux jeunes qui, bien qu'en difficulté, présentent déjà un bon potentiel d'insertion. Une montée en puissance est prévue, puisqu'il est envisagé de doubler à l'horizon 2014 le nombre de bénéficiaires pour le porter à 6 000. Il ne faut pas cependant que cela se fasse au détriment de la durée de la formation donnée et de sa qualité. Les résultats peuvent être considérés comme très encourageants, avec un taux d'insertion qui varie de 64 à plus de 80% selon les départements. Le SMA, en coopération avec l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité, la DOM, envisage une solution d'insertion en France métropolitaine de 1 200 jeunes volontaires domiens à l'horizon 2012-2013. Il est à craindre toutefois que, éloignés de leur centre d'intérêt et de leurs poches, le bilan de réussite pour ces jeunes soit moindre. Mais là aussi, sont seulement concernés les jeunes adultes de 18 à 25 ans en situation d'échec. Les mineurs ne le sont pas. Quant aux mineurs délinquants, il n'existe pour eux aucune solution véritable. Certes, la délinquance juvénile est en pourcentage moins importante dans les territoires ultramarins qu'ici, comme le révèlent les chiffres qui suivent. La part des mineurs mis en cause pour les atteintes volontaires à l'intégrité physique est de 18,23% dans les DOM, hors Mayotte, et de 21,50% en métropole. La part des mineurs dans le total des mises en cause pour les atteintes aux biens est de 28,53% dans les DOM et de 33,76% en métropole. Mais on assiste aujourd'hui, et les statistiques les plus récentes en attestent, à une forte croissance des comportements répréhensibles des mineurs. Augmentation de la part des mineurs mis en cause pour les AVIP en 2010, plus 0,97 dans les DOM contre plus 0,5 en métropole. Augmentation plus importante encore de la part des mineurs pour les AAB en 2010, plus 1,66 dans les DOM contre 0,12 en métropole. Peut-on rester les bras croisés face à ces phénomènes? Peut-on faire semblant de prendre à bras-le-corps la situation par de l'affichage politique? En Guadeloupe, on recourt aux travaux d'intérêt général, en moyenne pour l'année en cours, une vingtaine par mois. Alternative à l'incarcération, censée éviter la récidive et destinée à organiser la réinsertion, le TIG est prononcé à l'encontre des majeurs, mais aussi des mineurs,
à titre de peine principale ou en complément d'une peine de prison avec sursis. Il s'agit d'un travail non rémunéré au sein d'une association, d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public. Il est à noter que la dimension d'intérêt général du travail ne va pas de soi pour l'adolescent. Le choix du lieu, notamment, apparaît important par rapport à l'objectif visé. En Guadeloupe, à l'instar des autres départements ultramarins, les carences de mise en cause sont multiples. Les carences de mise en œuvre, sont multiples. En voici quelques-unes. Nombreuses dérives à cause du non-suivi réel de ces jeunes, orientation vers un lieu d'exécution sans accompagnement approprié, absence de bilan systématique à la fin de la période de prise en charge, lieu d'exécution n'offrant pas de personnel encadrant capable d'intervenir sur le plan éducatif et social. Parmi ces adolescents bénéficiant des TIG, nombreux sont des consommateurs de drogue qui récidivent par la suite. Des améliorations à ces TIG peuvent être trouvées. Il faut y mettre de la volonté, certes, mais aussi les moyens en rapport avec les objectifs visés. À côté de cela, la mise en place de centres EPID ne serait pas de trop en Outre-mer. Car je veux rappeler ici que le chômage des jeunes actifs de 15 à 25 ans y est tout particulièrement préoccupant, puisqu'il atteint 60% dans plusieurs départements. Les centres EPID seraient donc les bienvenus pour accueillir tous ces jeunes en situation de détresse sociale. Mais ils ne sauraient constituer une véritable alternative à l'insertion des mineurs délinquants. Il convient de poursuivre la réflexion pour proposer d'autres solutions d'encadrement bien plus adaptées. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Sénateur. Avant de passer la parole à Monsieur Louis Nègre, j'informe le Sénat que la liste des candidats présentée par les groupes pour la désignation de 6 membres supplémentaires de la mission commune d'information sur les conséquences pour les collectivités territoriales, l'État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale a été affichée à 16 heures. En application de l'article 8, alinéa 3 à 11 de notre règlement, elle sera donc ratifiée à 18 heures si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'1 heure. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à Monsieur Louis Nègre, membre du groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame le rapporteur, mes chers collègues, je souhaiterais évoquer 3 points. D'abord, l'état des lieux. Il y a motif, effectivement, de s'en préoccuper. La proposition de notre excellent collègue, Éric Ciotti, que nous devons examiner aujourd'hui au Sénat, est d'une actualité malheureusement criante et vise à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants. Il est vrai que le phénomène de la délinquance des mineurs connaît depuis plusieurs années une augmentation. Entre 1977 et 1992, chers collègues, les faits de délinquance impliquant les mineurs sont passés de 82 000 à 98 000 par an, soit une augmentation de 20,4%. Entre 2004 et 2009, l'augmentation, même moindre, persiste à hauteur de 16,2%, avec 214 000 faits recensés en 2009. Cette évolution, mes chers collègues, n'est pas spécifique à la France.
nos voisins européens sont confrontés à la même situation. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne rien faire. Le gouvernement a réagi, Monsieur le garde des Sceaux. Voilà notre différence avec vous. Vous réfléchissez, vous l'avez dit, Madame le rapporteur. Nous, nous agissons. Et Madame le rapporteur, je voulais vous rassurer, nous ne casserons rien. Depuis 2002, notre législation a donc évolué pour mieux appréhender les différents aspects de cette délinquance. De nouveaux établissements éducatifs ont été ouverts, de nouveaux moyens de prévention ont été adoptés. Ainsi, la loi du 9 septembre 2002 a instauré les centres éducatifs fermés. De même, la loi du 5 mars 2007, dite loi sur la prévention de la délinquance, a introduit de nombreux dispositifs de prévention. Cependant, comme l'a excellemment dit ma précédente Colette Giudicelli, malgré ces évolutions législatives, il apparaît qu'entre la prison et la rue, il n'y a pas suffisamment d'alternatives. C'est l'objet, précisément, Madame le rapporteur, de la proposition de loi d'Éric Ciotti, que je soutiens pleinement, voilà la différence, et dont je me félicite. C'est le deuxième point que je souhaite maintenant évoquer. Cette PPL vise en effet à compléter les structures existantes en proposant un service citoyen pour mineurs délinquants. Vous savez, mes chers collègues, que cette mesure est plébiscitée par nos concitoyens par-delà les clivages politiques. Vous l'avez vous-même dit tout à l'heure. Ainsi, selon un sondage IFOP effectué le 10 juin 2011, 93% d'entre eux, de nos concitoyens, sont favorables à l'instauration d'un service civique pour les mineurs délinquants. 97% à droite, ce qui est bien normal, et 90%, Madame le rapporteur, à gauche. Et aussi, mes chers collègues, soyons à la hauteur de ce qu'attendent de nous les Français. Encore une fois, face à cette délinquance, ne restons pas inertes, agissons. Et je trouve, pour le moins surprenant, original, et pour tout dire, bien contradictoire de votre part à gauche, de soutenir à tout bout de champ la démocratie représentative et de refuser ici, au Sénat, d'engager une discussion sur le fond. Pire, d'envoyer à la tribune, j'allais dire au front, pas moins de 11 orateurs, dont le rapporteur, pour esquiver le débat. Vous ne pouviez pas, chers collègues, faire un meilleur hommage à ce texte. Ce texte crée ce chaînon manquant au travers de la mise en place d'un service citoyen. Ce service citoyen s'appuiera sur l'apport que peuvent avoir les valeurs militaires en matière d'insertion de jeunes en difficulté et sur le dispositif Défense Deuxième Chance mis en œuvre depuis 2005 dans les centres de l'établissement public d'insertion de la défense. En effet, face à une population de mineurs délinquants en manque de repères, les valeurs militaires et tout simplement civiques peuvent constituer une réponse adaptée. Le savoir-faire des armées en matière d'insertion des jeunes en difficulté, vous l'avez dit les uns et les autres, s'est exprimé positivement par le passé dans le cadre du service militaire obligatoire, ainsi que dans celui des jeunes en équipe de travail qu'avait initié l'amiral Braque de la Perrière. Il s'exprime, comme l'a dit l'orateur précédent, il s'exprime aujourd'hui encore au travers du service militaire adapté en Outre-mer. Par ailleurs, le contrat de service en établissement public d'insertion de la défense s'appliquera dans un cadre bien précis, rappelons-le. Il sera établi par un magistrat. De plus, cette mesure ne s'adressera qu'à des mineurs âgés de plus de 16 ans, ayant exprimé, c'est important, Madame le rapporteur, leur consentement à suivre une telle mesure. Le volontariat, j'y insiste, et ne vous en déplaise, est au cœur du dispositif.
Je rappelle que les 3 objectifs du contrat de service citoyen sont particulièrement bienvenus si l'on veut bien dépasser les clivages idéologiques, démagogiques ou tout simplement politiciens. Tout d'abord, pour ces jeunes, une mise à niveau en français, orthographe, mathématiques. Ensuite, une formation civique et comportementale. Enfin, une préformation professionnelle qualifiante. Je rappelle que le taux d'insertion sur le marché du travail des jeunes qui suivent le parcours actuellement dans les EHPAD est de plus de 70%. C'est un résultat, chers collègues, des plus enviables, qui confirme donc la justesse de la PPL qui nous est proposée aujourd'hui. Et on refuserait cette nouvelle chance pour ces jeunes? C'est incompréhensible. L'accueil des mineurs dans ces centres constituera une véritable alternative crédible et efficace à l'incarcération ou au placement en centre éducatif fermé. L'objectif, à travers la mesure proposée, est également de transmettre à ces jeunes en rupture des notions quelque peu oubliées, madame, telles que la citoyenneté, le respect de la règle et de l'autorité, le sens de l'effort et du mérite. Qui pourrait, parmi nous, ne pas être d'accord? Qui? C'est si vrai, madame, que cette proposition de loi a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 12 octobre, et je ne peux que m'en réjouir. Aussi, j'ai été très surpris que la commission des lois du Sénat ait adopté une question préalable qui refuse au Sénat, au lieu du débat démocratique, sa raison d'être. Le changement de majorité commence mal. Aussi, face à une situation qui s'aggrave chaque jour, nous le savons tous, face à une augmentation des actes de délinquance et donc du nombre de victimes, mais qui y pense? C'est peut-être là, chers collègues, Michel, qu'est le scandale. La réponse n'est donc pas dans l'obstruction ou l'attentisme. Au contraire, il nous faut agir. C'est notre devoir. C'est notre devoir, chers collègues. Même votre précédent candidat à la présidentielle, Madame Ségolène Royal, vous y a invité. Aussi, ça sera mon 3e point. Face à des arguments pas toujours justifiés à mes yeux, je souhaiterais, mes chers collègues, opposer certaines vérités. Tout d'abord, les magistrats et les responsables de l'EPID ont bien évidemment été entendus. Dans le cadre de l'élaboration de la proposition de loi, Éric Ciotti, j'ai vérifié auprès de lui, a eu l'occasion, vous le savez parfaitement, d'auditionner plusieurs représentants et au plus haut niveau des syndicats de magistrats. Quant aux professionnels, ce dispositif a été mis en place avec les services de l'EPID, c'est-à-dire les spécialistes du dossier. Par ailleurs, contrairement à ce que certains ont dit ici, il n'existe aucun risque de déstabilisation des EPID par le mélange d'une population de mineurs délinquants avec une population de majeurs volontaires. En effet, bien qu'étant volontaires, je dis bien la moitié des jeunes qui se trouvent dans les EPID ont déjà été confrontés à la justice et bon nombre d'entre eux ont déjà connu la prison. Cette proposition de loi visant à instaurer un service citoyen pour les mineurs délinquants au sein des EPID n'altérera donc d'aucune manière la stabilité de ces centres. Je regrette de devoir constater que les arguments de la gauche manquent de fond. Ils sont constitutifs d'un esprit partisan, d'un camp contre l'autre, alors que seul l'intérêt des mineurs délinquants et de la société doit être recherché. Éric Ciotti a eu le courage politique, Monsieur le Président, et la volonté de faire une proposition concrète et pragmatique. Et je remercie Monsieur le garde des Sceaux de défendre cette PPL. Il faut, chers collègues, soutenir cette démarche pleine de bon sens et d'arrêter d'opposer aux principes de réalité les critères d'une idéologie dépassée. C'est pourquoi, en conclusion, je m'opposerai à cette question préalable inopportune et contre-productive. Nous pensons au contraire que cette proposition de loi doit pouvoir être mise en œuvre
dans les meilleurs délais, dans l'intérêt des jeunes qui en bénéficieront, mais aussi dans l'intérêt de la sécurité de nos concitoyens et, je le rappelle, de la société en général. Plutôt que d'organiser un combat à retardement, faisons, chers collègues, œuvre utile et efficace auprès de ces jeunes en rupture. Les Français vous en seront reconnaissants. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Sénateur et chers collègues. La parole est maintenant à Madame Muguette Digny pour le groupe de l'Union centriste et républicaine. Ça ne va pas être facile de passer derrière Monsieur Nègre. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, chers collègues. Lorsque les parents s'habituent à laisser faire leurs enfants, lorsque les enfants ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est en toute justesse le début de la tyrannie. Oui, la jeunesse n'a que du mépris pour ceux de ses maîtres qui s'abaissent à la suivre au lieu de la guider. Cette analyse est celle de Platon en 427 avant Jésus-Christ. Elle est saisissante de vérité et toujours actuelle. Au travers de cette proposition de loi, Monsieur le Garde des Sceaux, je vois essentiellement l'aveu, le constat d'un double échec de notre mission éducative. L'éducation est l'un des principaux problèmes qui se posent aujourd'hui à notre pays. Ce mineur, adolescent délinquant, est un adulte en devenir envers lequel le monde adulte a un devoir d'éducation. J'adhère pleinement à la philosophie qui a inspiré l'ordonnance du 2 février 1945, celle selon laquelle la cause première du basculement du mineur dans la délinquance réside dans le déficit d'éducation. Je crois, Monsieur le Ministre, que cette philosophie se dessine aussi derrière cette proposition de loi. L'urgence première est de remobiliser les parents sur le devoir d'éduquer. La conduite d'une politique d'appui à la parentalité est en effet un enjeu important pour notre société d'aujourd'hui et de demain. Depuis 40 ans, la famille s'est profondément transformée. Surtout moins institutionnalisée que par le passé, la vie familiale suscite davantage de questionnements et de doutes de la part des parents. Les familles doivent donc être épaulées tout au long de leur existence. Ce soutien à la parentalité par des dispositifs d'action publique est intégré au périmètre des politiques familiales depuis la fin des années 1990. Il doit absolument se poursuivre en s'amplifiant et il est indispensable d'augmenter les crédits alloués à l'accompagnement des familles dans leur rôle parental. Autre échec, celui de notre école. Aujourd'hui, source de dévalorisation et d'inégalité, elle est aussi génératrice de violence. Notre système scolaire ne transmet plus les valeurs qui ont assuré la cohésion sociale de notre pays, ainsi que la construction individuelle de chacun. Cette proposition se veut être une réponse à cet échec de l'éducatif et je me pose les mêmes questions que beaucoup de nos collègues. Mais je ne vous rejoins pas, Madame la rapporteure, quand vous indiquez de façon très expéditive que ce texte est un texte de circonstance dont il n'y a rien à tirer. Je souhaite insister sur l'encadrement militaire si critiqué. Je serai pour ma part plus mesurée et je vais rejoindre les propos de notre collègue Félix Desplans. En avril dernier, j'ai conduit une délégation de notre commission des affaires sociales en mission d'études en Martinique et en Guyane. Lors de notre séjour en Martinique, nous avons visité durant toute une matinée le régiment du service militaire adapté. Le SMA, présent dans la quasi-totalité des collectivités d'outre-mer, assure, dans un environnement exclusivement militaire, une formation professionnelle à de jeunes ultramarins volontaires en difficulté. Il contribue également, par le biais de chantiers d'application, au développement économique des collectivités d'outre-mer, ainsi qu'à la protection civile, notamment lors des catastrophes naturelles. L'engagement à servir dans le SMA est fondé sur le volontariat et c'est vrai, il existe une procédure de sélection afin de vérifier notamment que le candidat n'a pas eu de démêlés trop lourdes avec la justice. Son objectif est d'aider
un jeune en difficulté à recevoir une formation de base afin de lui permettre ensuite d'obtenir un diplôme ou de trouver un emploi. Ce dispositif constitue, pour ce profil de jeunes, le chaînon manquant entre la formation initiale et la vie professionnelle. Au total, c'est plus de 120 000 jeunes qui sont passés sur nos territoires par le SMA depuis sa création en 1961. Aujourd'hui, 37 métiers sont proposés. Il est important de souligner que le SMA met l'accent sur le comportement et les règles de vie à respecter en société. La formation globale proposée par le SMA est ainsi fondée sur la rupture que suppose l'acte d'engagement et la vie en internat dans une enceinte militaire. Le SMA dispose actuellement d'environ 700 personnels d'encadrement, en majorité des militaires détachés par le ministère de la Défense, ainsi que d'un état-major. Pour tous les membres de notre mission, ce fut une vraie découverte. Nous avons tous reconnu l'incontestable succès de ce dispositif. Cette visite a permis, sans nul doute, de dédiaboliser l'encadrement militaire des jeunes en rupture sociale. J'adhère donc à cette idée que l'encadrement militaire peut être une bonne chose. La question qui se pose ici est de deux ordres. Faut-il confier une partie de l'enseignement professionnel, pas seulement destiné à des délinquants, à des militaires manifestement plus performants que l'éducation nationale? Je ne rappellerai pas les 160 000 jeunes qui sortent sans formation. Est-il sain de mélanger dans les EPID des jeunes volontaires non délinquants avec des jeunes délinquants qui ont comme seule alternative à l'incarcération ce dispositif d'encadrement militaire? Je n'insisterai pas, beaucoup de mes collègues ont évoqué cette vraie question. Cette juxtaposition paraît bien dangereuse. Ne vaudrait-il mieux pas créer, sur le modèle des EPID, des structures uniquement consacrées aux jeunes délinquants? Sans doute un examen approfondi de ce texte et l'adoption d'amendements dans ce sens aurait permis à la majorité de notre groupe de l'adopter. Et je ne peux que regretter la décision de la commission des lois de rejeter cette proposition de loi et de proposer au Sénat d'adopter la question préalable. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la sénatrice. La parole est à Madame Esther Benbassa du groupe socialiste Europe Écologie Les Verts. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, mes chers collègues, sous prétexte de compléter les solutions offertes à la justice et de trouver des remèdes pour les jeunes en manque de repères et en rupture sociale, la proposition de loi qui nous est soumise à la va-vite n'est constituée que de mesurettes cosmétiques et inefficaces. Sur la méthode, tout d'abord, un tel chantier législatif aurait dû être entrepris dans le respect du débat parlementaire, mais le gouvernement a fait le choix d'une procédure accélérée, cédant une fois encore à l'urgence et à l'électoralisme. Sur le fond, je consacrerai l'essentiel de mon intervention aux 5 premiers articles du texte, Madame Catherine Tasca ayant excellemment traité de l'ajout de dernière minute d'un article 6. Je partage, quant à moi, la position de notre rapporteur et des magistrats sur les difficultés engendrées par l'article 6. Les sénatrices et sénateurs écologistes rejettent fermement cette atteinte faite à la nécessité de préserver la continuité du suivi éducatif des mineurs, exigence constitutionnelle qui aurait dû être prise en compte dans le cadre d'une réflexion globale et approfondie. Mais outre cette greffe de l'article 6 qui ne prend pas, le reste de la proposition est également contestable à plus d'un titre. En premier lieu, les mesures contenues dans les 5 premiers articles de la proposition comportent de nombreuses confusions et suscitent l'incompréhension, y compris chez les professionnels du droit.
Ainsi, la présente proposition de loi ne précise pas si les mesures qu'elle contient s'appliquent aux primo-délinquants, aux mineurs récidivistes ou multirécidivistes. Heureusement que Monsieur le ministre vient de nous dire que les multirécidivistes ne sont pas concernés. On ignore également si la qualification pénale des infractions, délits ou crimes sera ou non prise en compte. Cette confusion est accentuée par le caractère militaire du dispositif. En effet, l'on sait que les EPID sont composés à 42% d'anciens militaires et que le ministère de la Défense a fourni à l'origine les terrains et les bâtiments. Le rapport nous indique également que ce même ministère sera sollicité financièrement à hauteur de 2 millions d'euros si les mesures contenues dans ce texte finissent par être votées. Ce dont je doute, tellement ce texte semble, à raison, faire l'unanimité contre lui. Dès lors, même si les EPID sont conçus comme des établissements civils d'enseignement et d'internat, l'ambiguïté persiste. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer devant notre commission des lois, les sénatrices et sénateurs écologistes sont hostiles à la militarisation de l'insertion des mineurs délinquants. On verra. Haute confusion entretenue par ce texte, la référence à un contrat laissé à la volonté des jeunes pour entrer dans le dispositif, alors que dans le même temps, nous sommes face à une mesure de contrainte imposée par l'institution judiciaire. Il s'agit en réalité bien d'une obligation, puisque ce service est prévu à l'article 1er de la proposition de loi comme modalité de la composition pénale. Ainsi, si le procureur de la République propose à un jeune l'exécution d'un service citoyen, il n'aura in fine pas le choix. Soit l'action publique s'éteint et il entre en épide, soit il est poursuivi pénalement. Le même raisonnement est applicable par analogie à l'article 2 du texte relatif à l'accomplissement du service en épide dans le cadre de l'ajournement de peine ou à l'article 3 qui, lui, concerne le sursis avec mise à l'épreuve. Dans ces deux autres hypothèses, le caractère volontaire du dispositif demeure aussi purement théorique. Au-delà, c'est l'esprit même de ce nouveau texte répressif, liberticide et sécuritaire que les sénatrices et sénateurs écologistes contestent fermement. Il s'agit ici encore, comme en est coutumière une certaine droite populaire, de chercher à flirter avec l'électorat de l'extrême droite en faisant des effets d'annonce. Je vais vous citer Monsieur Ciotti, qui dit lui-même « Enfermons ces jeunes pour protéger la société ». En pratique, ces mesures ne concerneront pourtant qu'une poignée de jeunes et ne régleront évidemment pas les problèmes liés à la délinquance des mineurs. En effet, la délinquance juvénile apparaît comme une problématique ancienne, régie presque entièrement par l'ordonnance de février 1945 qui repose sur une dichotomie entre justice des mineurs et justice des majeurs et dont l'article 2 donne aux mesures éducatives la primauté sur les sanctions, monsieur. Or, la proposition de loi de M. Ciotti s'insère dans une série de lois votées précédemment, PERBEN 1, PERBEN 2, LOPSI 1, puis la LOPSI 2 et enfin la loi du 11 août 2011 relative aux jurés populaires et à la justice des mineurs. Toutes mettent l'accent sur la réponse pénale, dans un contexte où la rhétorique sécuritaire prime sur la recherche de solutions viables aux maux et aux crises économiques successives dont souffre notre société. Les mesures préconisées par ce projet de loi risquent en outre de déstabiliser le fonctionnement des EPID qui ne sont pas adaptés à l'accueil de mineurs délinquants.
Il serait préjudiciable de bouleverser la dynamique de ces structures qui fonctionnent bien pour le moment, pourrait faire entrer une toute petite poignée de mineurs délinquants lorsque 40 000 bénéficient déjà en milieu ouvert de la palette de dispositifs de prise en charge. Les sénatrices et sénateurs écologistes rejettent donc en bloc la philosophie de ce texte et plaident en faveur de solutions de prévention ou de mesures adaptées à l'âge et aux situations des intéressés et en particulier de mesures éducatives ou de placement en milieu ouvert favorisant la réinsertion des jeunes concernés, impliquant tous les acteurs, familles, écoles, éducateurs. Enfin, je terminerai en rappelant le coût exorbitant d'un tel dispositif, alors que le budget consacré actuellement à la formation d'un jeune majeur dans ces établissements est en moyenne de 32 000 € par mineur. 32 000 €. Le rapport sur les EPID nous indique qu'il s'élèvera à 50 000 € par mineur délinquant. Dans cette période de crise, où le budget de la justice peine déjà à obtenir les fonds qui lui permettraient de fonctionner au mieux, pensez-vous sincèrement que ces nouvelles dépenses soient nécessaires? Pour toutes ces raisons, les sénatrices et sénateurs écologistes sont évidemment hostiles à cette proposition de loi, qui a d'ailleurs été rejetée par notre commission des lois. Ainsi, nous soutiendrons la motion de procédure et voterons donc pour la question préalable. Merci pour votre attention. Merci, Madame la sénatrice. La parole est maintenant à Monsieur Alain Denry pour le groupe socialiste Europe Écologie Les Verts. Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Madame la rapporteure, mes chers collègues, oui, la délinquance des mineurs est un problème réel et important, mais qui ne date pas d'aujourd'hui, même s'il est particulièrement d'actualité. En effet, dès 1945, le gouvernement de la Libération s'en était préoccupé, en mettant en œuvre l'ordonnance de protection de l'enfance en danger. D'ailleurs, la description de l'enfance en danger était claire. Enfant en danger, tout enfant dont la moralité, la santé, l'éducation sont compromises. Un tel sujet nécessite à l'évidence un projet ambitieux et réfléchi pour les enfants et adolescents en difficulté. Or, la proposition de loi que nous examinons est avant tout un texte d'affichage. C'est pourquoi je conteste et réfute l'opportunité et le contenu de ce texte. Pourquoi proposer une nouvelle réforme de l'ordonnance de 1945 alors que vous affirmez, Monsieur le Ministre, qu'un code de la justice pénale des mineurs est quasiment achevé? Il est donc parfaitement illogique et inopportun de faire de nouvelles modifications qui ne pourront que nuire à la lisibilité et à la cohérence de l'ordonnance. Sur le fond, votre proposition est inutile. En effet, l'article 10 de l'ordonnance de 1945 permet déjà le placement de mineurs dans des établissements et dans des institutions d'éducation, de formation professionnelle ou de soins de l'État ou d'une administration publique habilitée. Pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu de créer un nouveau dispositif législatif, si ce n'est pour faire du spectaculaire et un effet d'annonce, à travers un texte de circonstance à quelques mois de l'élection présidentielle. À l'origine, les EPID avaient pour vocation d'assurer l'insertion professionnelle et sociale de jeunes en difficulté scolaire, sans qualification professionnelle ni emploi, en risque de marginalisation, mais volontaire, pour s'engager dans un projet éducatif global, c'est-à-dire une véritable école de la deuxième chance. Votre texte propose de mêler à ces jeunes volontaires de jeunes délinquants qui doivent choisir entre prison et EPID. Vous transformez une structure d'insertion en structure de sanction, en alternative à l'enfermement. Les jeunes accueillis étant différents, l'approche pédagogique ne peut être la même.
Il faut en effet individualiser les parcours d'éducation et de formation pour être efficace. Ce n'est pas votre nouvelle modification de l'ordonnance de 1945 qui remplacera l'absence d'éducateurs en milieu ouvert, prêts à intervenir dès le début de la déscolarisation ou des difficultés d'autorité parentale, ni l'absence de structures de rééducation adaptées. Monsieur le ministre, pour mettre en place une véritable politique de prévention, il faut radicalement changer les orientations de votre politique en direction des services de la protection judiciaire et de la jeunesse. Depuis 3 ans, vous avez supprimé 400 postes de PJJ. Votre budget 2011, à lui seul, a organisé la disparition de 117 postes. Quant à votre budget 2012, il semble poursuivre sur cette lancée et, paradoxalement, les crédits des EPID sont prévus en diminution de 5 millions d'euros, passant de 85 à 80 millions. De plus, cerise sur le gâteau, le directeur de l'EPID, à qui vous aviez reconnu beaucoup de mérite, vient d'être remercié du jour au lendemain sans explication. Mais peut-être, Monsieur le ministre, allez-vous enfin nous en donner une. En réalité, il est urgent de redonner les moyens à la PJJ d'exercer sa mission, car sans nier les qualités des uns et des autres, rappelez-vous, Monsieur le ministre, ce vieux principe d'efficacité. À chacun son métier. S'agissant de la jeunesse, et plus particulièrement des jeunes en difficulté, on ne peut se satisfaire de textes de circonstance, voire de bricolage en tout genre. Organisez une remise à plat totale de ce texte. Ordonnez et conduisez une étude d'impact sérieuse qui dresse un bilan des besoins humains et financiers que requiert un sujet d'une telle importance. Donnons-nous les moyens de développer des politiques de prévention qui éviteraient de voir gâcher des vies de trop nombreux jeunes citoyens et qui, de plus, par ces temps de crise financière, généreraient de grandes économies pour l'État et donneraient une nouvelle chance et une nouvelle espérance pour de nombreux jeunes. Donnons aussi à la justice les moyens de faire appliquer rapidement ces décisions au lieu de la critiquer injustement. Ainsi, ensemble, nous retrouverons le chemin de la cohésion nationale. C'est le vœu que je formule avec les sénateurs socialistes et sénatrices socialistes. Merci. Merci, Monsieur le sénateur. La parole est maintenant à Madame Michèle Meunier, du groupe socialiste Europe Écologie Les Verts et rattaché. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, permettez-moi d'intervenir en tant que membre de la Commission des affaires sociales et avec mon expérience de vice-présidente Enfance-Famille au Conseil général de Loire-Atlantique. En effet, la question de la justice des mineurs se situe à l'articulation des politiques de protection de l'enfance et de la politique pénale. Jusqu'à ces dernières années, l'éducatif était prioritaire sur le répressif. Mais les dispositifs successifs votés par les gouvernements de droite ont modifié gravement cet équilibre et la mesure que vous proposez aujourd'hui vient encore renforcer l'arsenal des mesures répressives qui laisserait penser que la fermeté suffit à tout régler. Que d'illusions! Sans faire d'angélisme, personne n'a oublié le grand progrès humain de l'ordonnance de 1945 en faveur de l'accompagnement éducatif des mineurs qui a permis au plus grand nombre d'entre eux de se construire un avenir. On peut trébucher à un moment de son enfance ou de sa jeunesse et se redresser, d'autant que le respect de la règle fait partie du processus éducatif et ne s'y oppose pas, comme on l'entend encore trop souvent sur les bancs de la droite, et M. Nègre en a fait une petite démonstration tout de suite. Il est plus que temps de se confronter aux réalités objectives de la délinquance des mineurs et des majeurs afin de rechercher des solutions concrètes, adaptées et sur mesure et d'en mesurer les effets réels. Les faits délictueux sont le fait de tous les âges, de toutes les classes sociales, de tous les territoires, même s'il ne fait aucun doute que la précarité, la pauvreté et la misère sociale peuvent augmenter les risques,
du moins les risques d'être repérés et pénalisés, comme cela a été récemment rappelé à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. Mais surtout, force est de constater, de par mon expérience d'élu local également, que de nombreux, pour ne pas dire la grande majorité des auteurs, ont été antérieurement des victimes, et particulièrement dans leur enfance. Il s'agit le plus souvent de violences intrafamiliales, de violences sexuelles, d'inceste. Et comment ne pas s'interroger, à une époque où les victimes s'expriment et que de nombreuses études sérieuses le démontrent, sur le lien entre la situation subie à un moment donné et un passage à l'acte délictueux. Il nous faut renforcer les interventions précoces auprès des victimes, mais aussi agir de manière préventive, car c'est à ce moment de la vie que l'on peut encore redonner confiance en l'être humain, en la justice et permettre de poursuivre son chemin en sachant que ce que l'on a subi ou ce que l'on a vu n'était ni normal ni acceptable. Et c'est là, en respectant l'enfant, le jeune ou la jeune victime, qu'on instaure une relation de confiance et de respect mutuel. Car le respect ne s'impose pas par la force, contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire. Et c'est tout le rôle de la protection de l'enfance. Et je veux ici souligner le travail remarquable par les professionnels des conseils généraux, du 119, en lien bien sûr avec les policiers, les gendarmes, les magistrats et les associations habilitées pour aider les enfants cabossés par la vie à reconstruire leur avenir. Et les résultats sont très positifs, même si, bien sûr, il y a toujours des progrès qui restent à faire. De nombreux exemples nous montrent qu'il faut toujours garder confiance en nos jeunes et leur faire savoir. Une autre donne me paraît importante à regarder en face, c'est la dimension sexuée de la délinquance. 96% des personnes incarcérées sont des hommes, pour des faits exercés dans leur très grande majorité à l'encontre des femmes ou d'enfants. Comment peut-on ignorer la relation entre cette situation objective et le fondement de notre société qui accepte encore trop la domination masculine et qui ne leur offre pas l'occasion d'interroger cette toute-puissance? Nous aurons fait de grands progrès dans notre fonctionnement social lorsque nous accepterons de regarder et d'analyser nos rapports sociaux de sexe. Je veux également ici parler de méthode, car celle que l'on nous propose est d'un autre âge, c'est dépassé. Comme vous le savez, mon département de Loire-Atlantique a été particulièrement éprouvé ces dernières années par des faits d'une extrême gravité. Je pense à Marine Lebeau, nazérienne, enceinte de 7 mois, tuée par son conjoint. Mais je pense aussi à Agnès Dupont de Ligonnès et ses 4 enfants, tués méthodiquement et dont les soupçons pèsent lourdement sur le père et le mari. Mais je pense évidemment à Laetitia, tuée sauvagement, et à sa sœur Jessica, violée par son assistant familial. Pourquoi est-ce que je rappelle ces faits? Parce que ces drames ont déclenché la mobilisation de l'ensemble des professionnels de la justice de Nantes, qui a entraîné ensuite la mobilisation nationale jusqu'alors inédite. Et que nous ont dit ces professionnels que j'ai rencontrés à plusieurs reprises? Qu'ils restent fortement motivés par leur mission auprès des jeunes en difficulté et des jeunes délinquants, qu'ils demandent des moyens d'exercer leur mission en conformité avec la loi et qu'ils souhaitent être associés à la construction des réponses pénales. Ce n'est pas autre chose que demandent également les avocats réunis cette fin de semaine dernière à Nantes pour leur convention nationale. Votre méthode d'imposer des réponses toutes faites n'a donc aucune chance de succès. Il nous faut au contraire écouter ces professionnels de la justice pour espérer construire ensemble des réponses pertinentes. Il nous faut aussi associer les familles et les jeunes eux-mêmes à la recherche de réponses, car ni les familles ni les jeunes ne se satisfont de l'échec social. Mais rien ne se fera sans moyens, car l'éducation est un investissement sur l'avenir, et c'est là, je pense, notre grande différence avec votre gouvernement qui ne mise que sur des solutions de court terme, excessives et dures pour les faibles. Les désengagements successifs financiers de l'État amputent les démarches d'accompagnement éducatif et les démarches d'accompagnement et de prévention en faveur des mineurs
et des jeunes majeurs rencontrant des difficultés. La liste est longue, je ne peux le faire, mais ici je ne cite que ce sur quoi le sujet nous mène aujourd'hui, c'est-à-dire la diminution des moyens de la protection judiciaire de la jeunesse, qui a entraîné au fil des années des reports de charges vers les départements déjà contraints dans leur budget. Certes, je ne nie pas la nécessité d'inventer de nouvelles réponses à la délinquance de certains jeunes, mais votre proposition est tellement pleine d'ambiguïté et de sous-entendus, tout en visant des effectifs tellement insignifiants que je ne peux craindre au niveau de vos réelles intentions. Avec les jeunes, Monsieur le Ministre, il faut avoir un discours particulièrement clair. Alors, je pense que la proposition que vous nous faites aujourd'hui d'inscrire quelques jeunes délinquants dans un dispositif coercitif à forte culture militaire risque de s'ajouter au catalogue des mesures coûteuses et inefficaces, voire contre-productives. Et je vous propose de réorienter les financements envisagés vers les dispositifs de la protection judiciaire de la jeunesse qui en a grand besoin. Et je vous en remercie. Je vous remercie, Madame la sénatrice et chers collègues. La parole est à Monsieur Michel Mercier, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'ai bien le sentiment que répondre ou ne pas répondre ne changera pas la volonté de la majorité du Sénat de ne pas débattre. Mais ce n'est Madame le rapporteur, je ne vous ai pas interrompu. Si vous vouliez bien essayer de faire la même chose, ce serait déjà pas mal. Moi, je voudrais simplement dire une chose. Je voudrais simplement dire deux ou trois mots. Tout d'abord, Madame le rapporteur, en vous entendant, j'ai pris peur. Pour une raison simple. C'est que dans le petit texte qui vous est soumis, pas un mot, pas un morceau d'idée, rien. Vous avez la vérité et les autres sont dans les ténèbres. Cette conception du vivre ensemble est quelque chose que je ne peux jamais partager. Dans toute ma vie politique, j'ai toujours pensé que celle ou celui qui est en face de moi pouvait détenir une part de la vérité. Et quand je vous ai entendu ce soir à montrer tout le contraire, vous avez, vous, la vérité, vous êtes dans votre sphère, tous les autres sont dans les ténèbres. Ce n'est pas cela. Je n'aurais jamais pensé qu'il y ait une telle distance entre l'Ille-et-Vilaine et Valençay et qu'en fait le point d'ancrage était Issoudun. Ce rappel de temps passé me semble hors de mise. Notre pays a besoin d'une majorité, d'une minorité, et il a besoin qu'on puisse discuter. Vous refusez de discuter. C'est votre choix. Je le regrette profondément. Vous pourriez dire que peut-être qu'on aurait trouvé des points d'accord, des points de discussion. Vous avez choisi. Madame la présidente Borvo, il est bien consubstantiel à votre marxisme qui réapparaît de temps en temps, que vous disiez non. Mais il vous arrive aussi de sourire. Donc, si c'est ainsi que vous entendez les choses, c'est votre choix, mais ça ne peut pas être le nôtre. Nous considérons, et je considère, que peut-être je n'ai pas complètement raison, et que s'il y avait eu une discussion au Sénat, eh bien, le texte aurait été meilleur en sortant du Sénat qu'ailleurs. Vous avez fait un autre choix, et j'ai le droit de m'exprimer. Et je continuerai à m'exprimer comme je l'ai toujours fait ici. Donc, moi, je regrette beaucoup ce refus du débat, parce que le débat, ce n'est pas la juxtaposition de 17 ou 18 discours. Le débat, c'est s'écouter, se répondre et essayer de trouver des avancées chez chacune et chacun. Ceci dit, je veux apporter juste quelques mots de réponse. Sur l'article 6, qui a fait l'objet de discussions, et Madame la rapporteure, Monsieur Michel, qui d'ailleurs s'est drapé dans une tenue de prince du bien et du mal, en disant mensonge, mensonge, mensonge. Oui, d'accord, enfin, il n'y a pas que du mensonge, avouez-le de temps en temps.
Et puis vous ne pouvez pas tout savoir sur le mensonge, monsieur Michel. Ou alors il faut être un vrai spécialiste. Et il faut être un vrai spécialiste pour pouvoir en juger ainsi. Voilà. Donc, et puis je voudrais également répondre à madame Catherine Tasca, madame la présidente Tasca, que j'aime beaucoup. L'article 6, c'est la mise en œuvre de 2 décisions du Conseil constitutionnel. La première, c'est la mise en œuvre d'une QPC qui a conduit le Conseil constitutionnel à un travail extrêmement intéressant. Et, Monsieur le Président, vous me pardonnerez, mais comme il n'y a plus rien après, je vais être un peu long. Et oui, parce que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 juillet 2011, a fixé, une fois pour toutes, le contenu constitutionnel du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. C'est donc cet apport-là qui est important, parce que ça nous évitera à chacun de sortir un drapeau en disant l'ordonnance de 1945. Monsieur Néry, pourquoi vous refusez toujours de citer la loi du 12 avril 1906, qui est une grande loi pour la justice des mineurs, qui était au gouvernement à l'époque, madame, en 1906. Clémenceau, vous pourriez au moins faire quelque chose pour rappeler sa mémoire et son rôle dans cette affaire. Ça vous rappellerait votre ancrage radical, notamment. Oui, bon, passons. Non, mais et je suis là pour ça. Oui, mais justement, le Conseil national de la résistance, c'est la fin d'une époque pour le Conseil constitutionnel et le début pour la Nouvelle République. Et c'est cela, le Conseil national de la résistance. Alors voilà, Monsieur Néry, ce que dit le Conseil constitutionnel. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnus par les lois de la République depuis le début du XXe siècle, que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante. Que toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives, qu'en particulier les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de 13 ans, la détention. Que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. Je rappelle également au Sénat que l'article 62 de la Constitution dispose que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tous. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a veillé à inscrire dans le texte cette disposition, parce que certes, comme cela a été relevé, nous avons jusqu'au 1er janvier 2013 pour mettre en œuvre ces mesures. Je veux simplement signaler à la Haute Assemblée, mais elle ne doit peut-être pas l'ignorer, que le Parlement ne va plus siéger à partir du 20 février jusqu'au mois de juin. Il est probable qu'au mois de juin, il y aura un certain nombre de travaux de mise en route à faire, qu'il y aura une session extraordinaire, comme chaque fois dans ces cas-là. Et qu'il y aura une majorité. C'est la majorité que les Français auront choisie. Et si vous avez la même conception du vivre ensemble que de dire « nous, on a la vérité, vous, vous êtes dans les ténèbres », les Français choisiront du bon côté et choisiront ceux qui pensent qu'on peut partager des choses et qu'on n'est pas exclus les uns des autres, ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc moi, je fais confiance aux Français de ce côté-là. Et ensuite,
il y aura très naturellement un budget à voter, des mesures économiques et sociales que le candidat élu président de la République aura fait valider, qui seront mises en œuvre. Et on n'aura donc pas le temps de mettre en œuvre les dispositions du Conseil constitutionnel avant décembre 2012, comme cela est nécessaire pour la mise en œuvre au 1er janvier 2013. C'est la raison pour laquelle on a choisi de le faire maintenant. Sur la seconde partie de l'article 6, le procureur, à tout moment de l'instruction, si des investigations sur la personnalité sont suffisantes et si des investigations sur les faits ne sont plus nécessaires, peut requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution du mineur dans un délai compris entre 1 et 3 mois. L'amendement qui a été voté par l'Assemblée nationale prévoit de raccourcir ce délai à entre 10 jours et 1 mois lorsque le mineur récidiviste et âgé de plus de 16 ans doit comparaître devant le tribunal correctionnel des mineurs, puisqu'il est récidiviste, il y a déjà eu une enquête de personnalité. Sinon, ce n'est pas le cas. Le juge des enfants dispose, avec le texte qui a été voté par l'Assemblée nationale, de 3 possibilités. 1. Faire droit à la demande du procureur. 2. Refuser cette demande en application de l'article 82 du Code de procédure pénale, auquel l'article 8.2 de l'ordonnance de 1945 renvoie. Et 3, ce qui fera la plupart du temps, ne rien faire. Voilà ce que contient l'amendement qui a été voté et ce que contient l'article 6. Je pense que cela méritait d'être rappelé au Sénat parce que ce n'est pas du tout ce qui a été présenté. Sur le fond de la PPL, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit dans les discours initiales, mais honnêtement, il s'agit de quoi? Il s'agit simplement de donner une possibilité nouvelle aux juges des enfants pour répondre à une situation particulière dans laquelle vont se trouver certains mineurs primo-délinquants. Ils vont passer un contrat de service avec l'EPID. Alors on lui dit, c'est affreux l'EPID, c'est pas du tout le même public. Enfin, il faudrait peut-être pas se moquer du monde. Je lis dans le rapport de Mme Claes, page 17, parce que j'essaye d'avoir les lectures les plus diverses possibles. Moi, j'ai aucun problème. Donc, page 17, Mme Claes écrit « Si en principe ces jeunes doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir de mention portée au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, jugé incompatible avec cette démarche, 30% d'entre eux, qui sont déjà dans les EPID, 30% ont néanmoins déjà été jugés. Et 15%, dans ceux qui sont déjà dans les EPID, sont sous suivi judiciaire. C'est ce qui figure dans votre rapport, page 17. Ce qui veut donc dire que c'est le même public, c'est tout. Et tout. Eh bien si. Voilà. C'est le même public. Il y aura 10% de jeunes mineurs primo-délinquants qui, s'ils l'acceptent, s'ils le veulent, bénéficieront de l'action de l'EPID avec un contrat. S'ils ne veulent pas aller à l'EPID, ils iront dans un foyer. Et ils ne seront pas mis en prison, comme l'a dit M. Derry. Je rappelle que ce gouvernement est le seul à avoir fait baisser le nombre de mineurs en prison, parce qu'on a créé les centres éducatifs fermés. Encore faut-il rappeler la vérité. Et honnêtement, quand on met les mineurs en prison sèche, ce n'est pas une gloire pour quelque gouvernement que ce soit. Donc moi, je ne le cherche pas du tout. Je cherche à faire diminuer le nombre de mineurs en prison. Et pour faire diminuer le nombre de mineurs en prison, il faut ouvrir d'autres possibilités de mesures de placement, de foyers, etc. Et ça, c'est une mesure supplémentaire. Il y aura 200 places qui seront offertes, que les magistrats pourront utiliser ou pas utiliser, que les jeunes pourront prendre ou ne pas prendre. Et ça nous semble de bonnes mesures parce que dans cette EPID, il y aura un encadrement fait par d'anciens militaires, mais ce n'est pas un encadrement militaire, c'est un encadrement civil, fait par d'anciens militaires. Il y a des éducateurs et il y a surtout des représentants du monde industriel, économique, artisanal, qui vient former les jeunes et les aide et leur donne une pré-formation professionnelle. Honnêtement, je ne vois pas ce que l'on peut reprocher à ce système. En fait, rien. C'est bien pour ça que, n'ayant rien à lui reprocher, vous avez décidé de ne pas en parler. Je le regrette beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre.
La parole est à Monsieur Sueur, président de la Commission des lois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai une question à vous poser, Monsieur le Ministre. Mais auparavant, permettez-moi de dire que j'ai été un peu surpris, vous dont je connais l'attachement à la centralité des choses, de vous voir présenter ce débat que j'ai trouvé pour ma part très riche, très argumenté, de manière tellement manichéenne, allant même jusqu'à des métonymies quelque peu douteuses, parce qu'enfin, tous les habitants d'Issoudun ne seront pas marqués pour l'éternité par la parole de l'un d'entre eux, de même, Monsieur le Ministre, que les habitants de Grenoble ne seront pas voués aux gémonies parce qu'un discours a été tenu un certain jour dans cette cité. Et, Monsieur le Ministre, je voulais vous dire, en outre, qu'il y a un certain nombre de rhétoriques relatives à la question préalable qui me paraissent quelque peu sujettes à caution, car j'ai étudié les questions préalables que le Sénat avait, dans sa grande sagesse, votées dans les périodes passées. Et je dois vous dire que je tiens à votre disposition une liste impressionnante ainsi que toute la rhétorique sur le thème. Mes chers collègues, vous ne voulez pas parler, c'eût été tellement mieux que d'améliorer le texte. Donc, la question préalable fait partie des outils qui sont dans notre Constitution et qui sont dans notre règlement. Il est donc parfaitement légitime d'en user. Mais, Monsieur le Ministre, je voulais vous poser une question précise, car vous avez fourni un certain nombre d'explications, mais vous n'avez pas répondu à plusieurs orateurs qui vous ont interrogé sur la question financière. Les EHPAD, j'ai regardé les crédits dont ils disposaient en 2010, 99 987 000 €. En 2011, 82 430 000 €. Donc on passe de 99,9 millions à 82,4. Dans le budget 2012, je lis aussi le rapport de Madame Kless. Les deux plus grands contributeurs au financement des EHPAD, je veux dire le programme 102, accès et retour à l'emploi, et le programme 147, politique de la ville, verront, pour ce qui est de leur contribution au budget de l'EHPAD, leurs crédits diminuer respectivement de 13% et 12%. Donc ma question est très simple. Il y a moins de crédits en 2011 qu'en 2010. Il y aura entre 12 et 13% de moins de crédits en 2012 qu'en 2011. Comment pouvez-vous imaginer sérieusement de confier de nouvelles tâches aux EHPAD alors que leurs crédits diminuent aussi fortement ? Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. À suivre l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, avec comme invité aujourd'hui Alain Minc. Très bonne soirée à tous. Je ne dis pas que d'être dirigeant d'un parti conduit nécessairement à la fonction suprême de notre pays, mais y être resté 11 ans